Bonjour à tous et bienvenue à la Maison de l'Expatriation. Je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui pour une conférence. J'accueille aussi toutes les personnes qui sont en ligne. Merci d'être avec nous. Donc en quelques mots, la Maison de l'Expatriation, en fait, on accueille ici des personnes qui ont des projets de mobilité internationale et on vous aide à concrétiser en fait votre projet de départ à l'étranger. Et en parallèle de ces rendez-vous qui sont individuels, on organise aussi des conférences comme là on est en train de faire actuellement. Et donc j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi trois personnes de EURES, pardon. Et on va répondre à la question de comment réussir son projet de mobilité professionnelle en Europe. Et donc je suis accompagnée de Nicolas Simon, de Jean-François Riffel et de Lionel Roland. Je vous laisse vous présenter. Eh ben, je vais commencer. Donc, Nicolas Simon, je suis responsable du département de services international au sein de France Travail. Et il faut savoir que sur délégation du ministère du Travail, c'est aussi France Travail qui porte la coordination nationale du réseau EURES. Et donc j'ai cette chance-là d'être en parallèle coordinateur national pour le réseau EURES. Mais le réseau EURES en France, ce n'est pas uniquement le France Travail, ce sont aussi les partenaires qui sont là. Alors bonjour, Jean-François Riffel, APEC, donc Association pour l'emploi des cadres, en charge de partenariats, enfin divers sujets, dont l'international. Et on a rejoint EURES il y a 2 ans maintenant, en partenariat avec France Travail. Et puis Lionel Roland, moi je représente le réseau des Cap Emploi, KEOPS. Cap Emploi, partenaire du réseau EURES, auprès de travail et d'APEC depuis janvier 2023, donc un tout petit peu de recul maintenant. Avec une particularité, c'est que notre offre de service dans le service public de l'emploi en France est dédiée aux personnes en situation de handicap, qu'elles soient demandeurs d'emploi, salariés, et ont aussi une offre en direction des entreprises pour les aider dans leur politique d'emploi, de recrutement, de maintien dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Nicolas pour nous présenter EURES et puis après on passera aux questions-réponses. Oui, alors déjà, se dire qu'EURES c'est un acronyme. En fait, EURES en anglais, c'est tout simplement European Employment Services. L'objectif d'EURES, c'est une structure qui a été créée en 1994 par la Commission européenne. Alors pour ceux d'entre vous qui ont un peu suivi l'histoire européenne, 1994, ça faisait suite à la mise en place du traité de Maastricht, qui a posé un des droits fondamentaux de la construction européenne, qui est la libre circulation des travailleurs en Europe. Alors, en clair, on va tout de suite se dire cette règle-là, parce que c'est vraiment important. Quand on envisage une mobilité en Europe, c'est très différent d'envisager une mobilité dans un autre pays du monde, en Amérique ou en Asie. Pourquoi? Tout simplement parce que vous comme moi, à partir du moment où vous êtes citoyen européen, vous pouvez aller travailler dans n'importe quel pays d'Europe sans avoir besoin de faire de démarches, de permis de travail, de visa. Vous avez le droit de travailler dans n'importe quel pays en Europe. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième chose qui est extrêmement importante et qui, pour l'Union européenne, est un volet fondamental aussi de ce principe de libre circulation des travailleurs. C'est-à-dire que partout où vous allez aller travailler en Europe, c'est le droit du travail du pays où vous exercez qui va s'appliquer sans discrimination de votre nationalité. Donc, c'est vraiment 2 points qui sont extrêmement importants. Et en fait, très rapidement après la mise en place du traité de Maastricht, la Commission européenne a souhaité accompagner, faire connaître cette nouvelle possibilité de liberté, de circulation pour les travailleurs en Europe. Et donc le réseau EURES a été créé en 1994 et il permet de rassembler en fait tous les États membres de l'Union européenne, mais on est un petit peu plus large puisqu'on intègre aussi les États de l'espace économique européen. Alors, je ne vais pas vous poser la question, il n'y a pas de colle ce soir. C'est l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein. Et puis, on a un 4e pays qui se rajoute à cette liste. Alors, ils ne sont pas dans l'espace économique européen, mais ils ont des accords bilatéraux avec l'Union européenne qui leur donnent une situation un peu privilégiée, qui leur permet de bénéficier de cette possibilité de libre circulation des travailleurs. C'est la Suisse. Et donc, 31 États membres représentés au sein du réseau EURES. Est-ce que vous voulez peut-être présenter le fonctionnement du portail? Alors, oui, parce que c'est important en fait. Alors, le réseau EURES, j'ai parlé de 31 États membres. On vous a parlé d'EURES France, vous avez vu qu'il y a l'APEC, il y a KEOPS Cap Emploi qui font partie du réseau EURES en France. C'est le même principe dans tous les États membres du réseau EURES. Et en fait, c'est plus de 200 structures, publiques ou privées, qui à l'échelle européenne
sont mobilisés pour accompagner à la fois les candidats, les travailleurs ou demandeurs d'emploi qui souhaitent aller exercer dans un autre pays d'Europe, mais aussi accompagner les entreprises européennes qui sont prêtes à faire l'effort de recruter des candidats venant d'autres pays d'Europe. Ça, c'est la première chose. Derrière, c'est un réseau de plus de 1000 conseillers sur toute l'Europe. Donc ça, c'est vraiment un des premiers piliers de ce réseau EURES. Et effectivement, le deuxième pilier, c'est le portail. Le portail EURES, alors là, c'est venu au fur et à mesure, je dirais, de l'histoire d'EURES, puisqu'on fête les 30 ans cette année du réseau EURES. Mais le portail, évidemment, a apporté cette dimension digitale qui est extrêmement importante aussi pour permettre à tout le monde d'avoir accès à cette information. Et maintenant, le portail, c'est vraiment l'outil, je dirais, devenu l'outil numéro 1 pour vous qui avez un projet de mobilité en Europe. Pourquoi? Parce que vous allez trouver des offres d'emploi. Vous avez possibilité d'y déposer votre CV, votre profil, votre CV en ligne, qui va être accessible pour tous les employeurs européens qui s'inscrivent sur le portail EURES. Derrière, c'est aussi parce que, même si l'Europe, maintenant, on a l'impression qu'on fait partie un peu du même périmètre, néanmoins, tout le monde ne connaît pas par cœur le marché du travail estonien, par exemple. Mais le portail EURES, c'est aussi ça. Ça va vous permettre d'avoir accès à des données qui sont mises à jour à minima une fois par an sur les marchés du travail de chaque pays de la zone EURES, mais aussi des informations très pratico-pratiques. Parce que demain, vous voulez aller travailler dans un autre pays d'Europe, mais vous n'envisagez pas de partir seul, vous avez peut-être des enfants, vous allez partir en famille. Comment ça se passe pour trouver un logement? Comment ça se passe pour s'inscrire auprès des impôts, pour ouvrir un compte en banque dans le pays, pour inscrire mes enfants à l'école? Comment ça se passe? Tout ça sont des informations pratiques que vous allez aussi trouver sur le portail EURES et qui sont mises à jour au minimum une fois par an par chaque pays. Et puis derrière, je vous ai dit, EURES, c'est un réseau de plus de 1000 conseillers. Donc sur le portail EURES, c'est aussi le moyen d'identifier, de trouver des points de contact. Demain, vous voulez aller travailler en Pologne, vous allez avoir l'annuaire des conseillers EURES polonais. Vous allez même pouvoir identifier le conseiller polonais qui parle un peu français et donc qui pourra vous aider plus facilement dans votre démarche. Merci. Donc on va poursuivre avec les questions et les réponses, nous ici dans un premier temps, et puis après on vous laissera la parole si vous voulez poser vos questions à la suite. Jean-François, dites-nous combien d'offres d'emploi sont disponibles actuellement à travers le portail EURES? Alors, aujourd'hui, on va avoir environ 4,4 millions d'offres d'emploi. L'année dernière, sur 2023, c'est plus de 30 millions d'offres d'emploi. Les plus gros contributeurs, la France, l'Allemagne, Pays-Bas. Voilà, puis au fur et à mesure, ça va descendre. Les offres d'emploi, c'est tout secteur d'activité. C'est aussi bien des offres qui sont des offres pour vous souhaitez travailler en boulangerie, vous souhaitez être commercial, vous souhaitez vraiment, il y a tous les secteurs d'activité et dans tous les pays. Ce qui est intéressant aussi, c'est, Nicolas vous a expliqué sur le site, lorsque vous allez sur le site rechercher des offres d'emploi, vous avez des critères, qui sont des critères de recherche. Et vous avez notamment les critères linguistiques. On va reprendre l'exemple de la Pologne. Je souhaite travailler dans le design verrier en Pologne. Je le dis parce que ça existe. Voilà. Donc, mais par contre, mon niveau de polonais est quand même pas exceptionnel, voire inexistant. Je maîtrise l'anglais, voire d'autres langues. Et donc, vous avez la possibilité de trouver l'offre qui va être en polonais, mais elle est traduisible. C'est-à-dire que vous pouvez trouver le modèle traduit dans votre langue, c'est-à-dire aujourd'hui en français. Naturellement, s'il est stipulé que l'offre, par exemple, elle est en anglais et que la recherche est en anglais, ça peut vouloir dire aussi que lorsque vous allez stipuler répondre à l'offre, il faut répondre en anglais. Voilà. L'anglais et le polonais n'est pas obligatoirement la langue qui va être demandée aussi pour candidater sur cette offre-là. Voilà. Donc c'est extrêmement intéressant d'aller faire des sortes de picking, d'aller faire un peu les recherches par rapport à un pays, une zone géographique et un secteur d'activité ou un métier qui peut vous intéresser. Quels sont les avantages de la libre circulation des travailleurs en Europe? Est-ce que Lionel, vous voulez nous en dire plus à ce sujet? Oui, alors, on a pas mal parlé ces dernières semaines de revenus sur la construction européenne. Il faut voir qu'elle s'est faite vraiment par étapes. L'Europe s'est faite pas à pas, d'abord sur un espace où on échangeait des marchandises à l'origine, sur la communauté européenne du charbon et de l'acier. Nicolas a cité le traité de Maastricht, qui est déjà un aboutissement, où on est sur un espace de citoyenneté, de
libre circulation. Et au cours des 30 années de son existence, le réseau EURES a suivi ces étapes de construction. Et aujourd'hui, dans la ligne de conduite, au-delà des outillages, le portail, etc., il y a quand même un leitmotiv dans la communication d'EURES, dans l'orientation, la coordination des acteurs, services publics et acteurs privés, sur le principe de fair mobility, c'est-à-dire d'essayer de relever le socle minimal social partout en Europe. Et ce n'est pas seulement des mouvements d'un pays producteur de main-d'œuvre à un pays consommateur de main-d'œuvre. C'est-à-dire que dans cet espace de libre circulation, il y a des règles communes, une orientation commune, et avec une animation qui consiste à relever les standards. Et je crois que le positionnement de l'agence à Bratislava porte vraiment ça aujourd'hui dans le déploiement opérationnel d'EURES pour que, entre guillemets, chacun s'y retrouve. Nous, ça nous fait particulièrement écho parce que la mobilité des personnes en situation de handicap n'a pas été pensée au démarrage de la construction européenne. Il a fallu attendre 30 ans du réseau pour qu'on commence à basculer et à s'ouvrir à ces questions-là. Et à un moment où l'Europe a conclu sa première stratégie décennale d'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc, on est sur des processus de maturation et de construction progressive avec un savoir-faire mutualisé, partagé entre partenaires qui s'est étoffé au fil du temps. C'est comme ça qu'on... Si je puis me permettre d'ajouter, effectivement, il y a aussi ça qui est important, c'est cette assurance. Quand vous allez travailler dans un autre pays en Europe, vous bénéficiez, comme en France, des fondamentaux de la sécurité sociale. C'est-à-dire que dans tous les pays d'Europe, vous savez que vous allez trouver une assurance maladie, une assurance chômage, une assurance vieillesse. Et l'air de rien, ça vaut le coup d'être dit, parce que ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde entier. En Europe, on sait qu'on a ce socle commun. Ça, c'est important. Et puis alors... on l'a presque oublié, mais il n'y a pas si longtemps, on a quand même vécu une période un peu particulière, alors surtout quand on parle de mobilité internationale, c'était cette période de pandémie. On s'est quand même très vite rendu compte que l'Europe avait proposé aussi un espace sécurisé de ce point de vue-là. C'est-à-dire que chaque pays en Europe a pu mettre en place ses propres règles de confinement, de circulation, le système de passe sanitaire ou autre, mais très rapidement, d'ailleurs la Commission européenne a très rapidement écrit à l'ensemble des États membres pour rappeler que quoi qu'il arrive, les frontières devaient rester ouvertes à l'intérieur de l'Europe, et ça a été le cas. C'est-à-dire que dès le mois de mai 2020, nous, on a eu des candidats qui ont pu aller en Suède, en Pologne, pour reprendre un emploi. Et puis surtout tous ceux qui étaient dans des pays européens qui ne voulaient pas rester bloqués dans ce pays et revenir en France, se rapprocher de leur famille pendant cette période-là, ils ont pu le faire. Ce qui a été loin d'être le cas de beaucoup d'expatriés qui étaient dans d'autres pays. Je pense notamment en Asie, je pense en Amérique du Nord, où là, du coup, le confinement a été très, très strict et où ils n'ont pas eu la possibilité pendant plus d'1 an de pouvoir revenir en France. Donc on voit, et ça c'est vraiment important, c'est que cet espace européen, c'est un espace finalement de mobilité internationale, mais qui est rendu plus facile, parce qu'à la fois, il y a tous ces fondamentaux qui font qu'on sait qu'on y va avec une certaine marge de sécurité, mais quelque part, le retour est plus facile aussi. Nicolas, quelles sont les tendances actuelles du marché européen du travail? Alors, on a parlé de la pandémie, ça a été une période importante parce qu'évidemment en Europe, mais comme en France, tout le monde s'est fait peur de ce point de vue-là. Mais finalement, on s'est rendu compte que tous les mécanismes mis en place par l'Union européenne pour aider les États membres à faire face à cette crise ont vraiment pleinement joué leur jeu. Et très rapidement, en fait, on a vu les taux de chômage en Europe rebaisser après cette crise-là et en fait revenir en dessous de ceux qu'ils étaient avant la crise sanitaire. Si on regarde à l'heure actuelle, on est sur un taux de chômage moyen pour l'Union européenne de l'ordre de 6%, selon les données Eurostat. Alors évidemment, avec des variations très importantes d'un pays à l'autre. Les pays qui à l'heure actuelle ont le plus faible taux de chômage, ce sont la Pologne et la République tchèque. On est sur des taux de chômage de l'ordre de 2,6-2,7%. Et on va aller à l'opposé vers l'Espagne, qui a le taux de chômage le plus élevé, mais qui a un taux de chômage qui a très fortement baissé par rapport à ce qu'on a connu, notamment suite à la crise des subprimes, où on est à un peu plus de 11% de taux de chômage en Espagne. Donc on voit bien une nette évolution. On prend un pays comme la Grèce aussi, on sait très bien que c'est un pays qui a été très frappé par la crise financière. C'est un pays qui, il y a 5 ans, était à 17% de taux de chômage, là ils sont à un peu plus de 10%. Donc on voit bien qu'il y a des évolutions fortes
et une très nette amélioration du marché du travail en Europe. Alors, du coup, mais comme en France, je vous en ai entendu parler, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de secteurs d'activité où les employeurs ont du mal à trouver des candidats, alors ce qui peut être une belle opportunité en termes de mobilité européenne, avec une tendance forte aussi après la pandémie, c'est que ces secteurs sont appelés les secteurs en tension, hein, on a du mal à trouver des candidats, ben, ils se sont harmonisés à l'échelle européenne, et donc, alors après il suffit de regarder déjà les offres d'emploi, hein, vous allez trouver sur le portail EURES. Si je regarde à l'heure actuelle, là où on va trouver le plus d'offres d'emploi, ça va être dans tous les métiers du commerce de détail notamment. Alors, commerce de détail au sens européen du terme, ça reprend aussi tout ce qui est commerce de grande distribution, mais c'est vraiment du commerce vers le client, hein, en B2C. Ça va être alors les métiers de la santé, là ça recrute partout. Ça recrute partout, bien évidemment. Ça va être des secteurs comme... alors, je suis désolé, je prends mon anti-sèche, on a beau réviser, je ne connais pas tout par cœur. Mais ça va être des secteurs, alors tout ce qui est secteur de la manutention de la logistique, parce que de toute façon, évidemment, on a créé cet espace de libre circulation des marchandises. Il faut bien les transporter, ces marchandises, et donc il y a un fort potentiel dans ces secteurs-là. Et puis, alors, c'est un secteur qui peut paraître peut-être moins intuitif, mais qui, à l'heure actuelle, fait partie des métiers les plus recherchés en Europe, c'est tout ce qui va être mécanique agricole, mécanique industrielle. Alors, c'est à l'opposé de la mécanique automobile, là où on va être sur de la mécanique, où il va y avoir beaucoup d'électronique, mais aussi beaucoup d'hydraulique. Et donc, sont des métiers qui demandent une forte qualification, qui sont extrêmement recherchés sur l'ensemble de l'Europe. Et puis, parce qu'on a parlé de la pandémie, ça a permis aussi de faire prendre conscience à beaucoup de pays qui ont besoin d'avoir et de garder l'industrie. Besoin de garder l'industrie en Europe. Il y a beaucoup de réinvestissements. Alors, avec aussi la transition écologique. Et donc, beaucoup de pays redéveloppent des filières industrielles et donc, du coup, de plus en plus de besoins dans ces secteurs-là, que ce soit des opérateurs de production, jusqu'à des profils beaucoup plus qualifiés, ingénieurs process production. Mais là, on va retrouver vraiment toute la gamme des métiers de l'industrie. Merci. Jean-François, à l'APEC, donc à l'Association pour l'emploi des cadres, observez-vous les mêmes tendances que celles évoquées sur le marché de l'emploi? Oui, les tendances vont être les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux gros piliers. Le premier, les métiers techniques, l'ingénierie, voilà. Et le deuxième, autour du commerce. C'est les deux branches principales sur les métiers en Europe. Après, vous avez des spécificités aussi. Il y a une tendance à des nouveaux secteurs d'activité ou des nouveaux métiers, tels que les métiers à impact, les métiers verts, voilà, tous ces secteurs-là, notamment l'Allemagne, les pays du Nord, pays d'Europe centrale, beaucoup. Voilà. Donc on a aussi ces nouveaux métiers qui sont émergents. Alors ils sont émergents depuis un bout de temps, quelques maintenant, mais qui intéressent beaucoup. Il faut savoir que ces métiers-là peuvent demander la compétence linguistique qui ne peut être que l'anglais, par exemple. Si demain vous souhaitez aller travailler dans certains pays, notamment les métiers qu'on va appeler les métiers de support, hein, marketing, ressources humaines et autres, sans la maîtrise de la langue du pays, ça devient difficile. Quel que soit votre souhait de pays, hein, vous souhaitez aller en Grèce et vous êtes dans la finance comptable, par exemple, ça va être extrêmement difficile de trouver un métier en comptabilité en Grèce sans parler le grec. Clairement. Voilà. Par contre, lorsque vous êtes sur un métier technique, la compétence linguistique peut être moins exigée. Voilà, donc on a des fortes tendances, et puis les métiers en tension sont les mêmes en France que dans les pays européens. En France, le taux de chômage pour les cadres, hein, je parle pour les cadres, il est environ 3,2%. Et cadres, c'est à partir de bac plus 3, hein, globalement, si on prend les chiffres. Donc le taux d'emploi en France de la population cadre encadrante est bonne. Il est bon, le niveau d'emploi. Et du coup, aujourd'hui, on est plus dans certains pays à se faire la chasse, entre guillemets, aux compétences. C'est-à-dire aujourd'hui, en France, on a besoin de compétences techniques. Voilà, donc aujourd'hui, il existe sur le réseau EURES des EOJD, notamment des salons d'emploi qui sont ouverts aux populations européennes, enfin aux personnes qui souhaitent migrer en Europe. Et aujourd'hui, on a des postes aussi bien
un ingénieur en informatique pour la Grèce, que pour la Pologne, que pour la France, que pour l'Irlande. Voilà, donc il y a un mélange qui se fait. Nicolas, combien de personnes accompagnez-vous dans leur projet de mobilité professionnelle chez France Travail? Alors, de manière globale, déjà à France Travail, on accompagne énormément de personnes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a créé des équipes mobilité internationale avec des conseillers, qui sont une cinquantaine de conseillers en France, répartis sur cette équipe, et qui sont vraiment spécialisés, qui ont développé une expertise sur l'accompagnement à la mobilité internationale. Ils sont tous aussi bénéficiaires des formations EURES, et donc identifiés comme conseillers EURES, et vous pouvez trouver leurs coordonnées sur le portail EURES, bien sûr. Alors, les équipes mobilité internationale vont pouvoir accompagner 10 000, un peu plus de 10 000 personnes chaque année, mais vraiment, là, c'est un accompagnement très, très pointu, très intensif, pour vraiment mener le projet jusqu'à sa réussite. Ou pas, parce que dans certains cas, dans le travail de l'accompagnement qu'on va faire, on va s'apercevoir que non, on regarde la situation actuelle de la personne, un projet de mobilité à l'international n'est pas faisable tout de suite et peut-être pas raisonnable. Et on a aussi des personnes qui disent non, finalement, ce projet-là, je me rends compte que ce n'est pas pour tout de suite. Ils vont se concentrer sur une recherche d'emploi en France, mais en ayant bien en tête un peu ce qu'il va leur rester à faire pour pouvoir envisager après, un peu plus tard, une mobilité internationale. Mais après, au-delà de ça, bon, ça sont les équipes mobilité internationale, mais au-delà de ça, on a développé un ensemble de ressources qui sont accessibles déjà via le site francetravail.fr, avec des pages dédiées à la mobilité internationale, avec beaucoup d'informations, des liens vers beaucoup de partenaires aussi. Donc ça, c'est vraiment une première richesse et une première source d'information importante pour toutes les personnes qui se posent la question de l'international. Et puis on a, alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'Emploi Store. L'Emploi Store, c'est un espace qui a été créé par France Travail et qui a pour objectif de regrouper, comme le fait l'Apple Store ou le Google Store, mais regrouper des applications, mais pour le coup dédiées à la recherche d'emploi, parce que évidemment, nous, Candy Crush, c'est pas notre truc. Mais donc, vous allez retrouver un peu plus de 250 applications dédiées à la recherche d'emploi, et dans l'Emploi Store, il y a une rubrique dédiée à l'international, avec un certain nombre d'outils qui peuvent vous aider, qui peuvent vous permettre d'avoir un peu plus d'informations pour travailler votre projet de mobilité. Alors, dans les outils, parce qu'on est en train de les refondre, mais on va avoir notamment à la fin de la semaine, on va avoir un outil qui s'appelle le BABA Retour de mobilité, parce qu'on a aussi une conviction, c'est que préparer son projet de mobilité à l'étranger, c'est bien, mais une fois qu'on est à l'étranger, qu'on envisage de rentrer en France, et bien finalement, c'est un peu le chemin à l'envers, et ça se prépare aussi. Et donc, on a cette application qui va être normalement déployée en fin de semaine, je touche du bois, pour aider les Français et les étrangers qui veulent rentrer en France. Et puis, on est en train de travailler, là j'espère que ça va pouvoir arriver assez rapidement, en tout cas dans les 6 mois, on est en train de travailler sur des simulateurs d'entretien d'embauche, qui sont basés sur des technologies d'intelligence artificielle et qu'on est en train de décliner en anglais, en allemand et en espagnol. Parce qu'on s'est dit que, ok, se préparer un entretien d'embauche en français, c'est bien, mais c'est aussi bien de se mettre en situation que je vais mener mon entretien en langue étrangère. Donc tout ça, on est en train de travailler là, sur les développements et on espère pouvoir déployer ça le plus vite possible. Mais donc, vous voyez une gamme d'outils qui est vraiment accessible à tout le monde. Des conseillers dans le réseau de proximité qui peut aussi vous aider, vous accompagner, notamment parce qu'on a des personnes qui ont cette idée d'avoir une expérience à l'étranger, mais pas forcément une expérience longue. C'est juste parce qu'ils veulent se conforter dans leur capacité à avoir ce type d'expérience, développer leurs compétences linguistiques. Et là, on mobilise aussi des bourses Erasmus+, parce qu'il faut savoir que le dispositif Erasmus+, c'est pas que pour les étudiants, c'est aussi pour des demandeurs d'emploi. Et donc, on a des programmes de bourses qui sont délivrés par France Travail. Et ça sont les agences de proximité qui peuvent vous orienter vers leurs collègues qui gèrent le dispositif dans les directions régionales. Et puis donc, les équipes mobilité internationale, après, qui peuvent vous accompagner. Puis, au-delà de ça, l'offre de service de France Travail, elle est complétée aussi par l'offre de service EURES et le portail EURES. Et bien sûr, on peut vous orienter, si on a un candidat cadre qui vient nous voir, on va l'orienter vers l'APEC. Personne en situation de handicap, on va l'orienter vers le réseau des Cap Emploi. Parce que, évidemment, l'idée, c'est bien de travailler ensemble, en commun. Hein, c'est la logique du réseau de France.
Merci. Peut-être une précision, parce que souvent on nous pose la question, nous, en tant que conseillers, quand on reçoit les personnes, ces accompagnements, du coup, c'est fait en individuel ou est-ce que c'est fait en groupe ou comment ça se traduit? Alors, les deux, mon commandant. Alors, tout simplement parce que, en fait, les équipes mobilité internationale, elles vont accompagner sous forme de ce qu'on appelle, nous, une prestation interne. C'est-à-dire qu'en fait, pour une durée de 3 mois, votre agence de proximité va vous orienter vers l'équipe mobilité internationale. Et en fait, l'accompagnement, cette prestation, elle se déroule sous forme d'entretien individuel, mais aussi d'animation politique. Et alors, ce qui est surtout important, parce que ça, pour nous, c'est évidemment, je vous ai dit, on a 50 conseillers, on a 7 équipes réparties sur le territoire, mais le but du jeu, c'est de pouvoir s'adresser à tout le monde, y compris à nos demandeurs d'emploi qui sont sur les territoires d'outre-mer. Et donc, c'est une offre de service qui se délivre intégralement à distance. C'est-à-dire que les entretiens se font en visio, et de même, les ateliers, les webinaires vont se faire en visio, de manière à permettre vraiment de donner accès à cet accompagnement à tout le monde. Merci. Jean-François, est-ce que vous voulez nous parler des propositions de services justement de l'APEC pour ces personnes qui seraient en processus de mobilité internationale et professionnelle? Alors, sur l'accompagnement sur l'international, deux choses, enfin l'international et l'Europe, hein, le reste, si vous voulez, il y a deux choses. Nous accompagnons toute personne qui a un projet, je suis en France et je m'en vais. Je suis en France, mais je souhaite rester en France, c'est-à-dire que je suis étudiant étranger par exemple. Je réside à l'étranger, je souhaite rentrer en France, ou je suis et je réside à l'étranger, je souhaite venir travailler en France. Voilà, donc la palette est extrêmement large. C'est un accompagnement qui est en individuel et en collectif. L'année dernière, on a eu plus de 5000 personnes en individuel. Et si on prend le collectif et autres, ça fait environ 12 000 personnes qui sont accompagnées, rien que sur l'international. Sinon, c'est plus de 350 000 personnes qui sont accompagnées à l'APEC, donc c'est beaucoup plus large. Et après, je dirais, c'est un peu le cahier des charges qui est la personne qu'on reçoit. C'est-à-dire aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes dans votre projet? Est-ce que c'est un démarrage de projet? Est-ce que votre projet est déjà bien avancé? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Si vous voulez, comme dit, la palette est très large, mais je suis en France et je m'en vais, ou je veux venir en France, ça va de quelqu'un qui nous appelle ou qui vient nous voir en disant « je voudrais travailler en Belgique, point ». Ou j'ai un souhait, simplement, à des personnes qui viennent nous voir en disant voilà, je souhaite travailler aux États-Unis, j'ai déjà mon visa, j'ai déjà mon entreprise, j'ai déjà voilà, et je souhaiterais voir un certain nombre d'éléments qui sont des éléments constitutifs de mon départ. Donc voilà, c'est extrêmement large. Et après, on a le système européen où nous, sur EURES, on a 4 personnes à l'APEC qui sont sur EURES. On accompagne environ 300 personnes, plus de 300 personnes qui sont européens qui souhaitent venir en France ou françaises qui souhaitent aller travailler en Europe. On est sur ces champs-là et à nouveau sur les mêmes critères qui sont j'ai un projet, j'ai quelque chose déjà très prévu, très précis, très ancré. Donc ça peut aller effectivement assez loin. Le collectif chez nous, c'est soit un atelier de démarrage qui va être un atelier sur la mobilité européenne et là on va avoir tous les éléments qui sont les éléments plutôt pour des gens qui sont en démarrage. Donc ça veut dire est-ce que vous avez réfléchi à des éléments tels que votre projet, la sécurité sociale, le retour, vraiment tous les éléments constitutifs de et je pars seul, je pars en famille. C'est pas la même chose si je pars aux États-Unis à 5 personnes à New York avec un projet d'emploi à 75 000 $, ce qui est juste impossible de vivre à New York par exemple, si on est sur l'international, à quelqu'un qui me dit je pars, on n'est pas 3, on va partir en Pologne, voilà, pour garder l'exemple de tout à l'heure, et on propose le même niveau d'admiration. Donc voilà, il y a aussi tous ces éléments-là qu'on va essayer de valider et de voir avec la personne pour aller à la finalisation du projet. Voilà. L'idée, c'est qu'on puisse accompagner une personne tout au long de son projet en fonction des critères qui sont les siens, sans qu'il y ait une substitution. C'est-à-dire que, par exemple, si moi, demain, vous venez me voir et me dites demain, je souhaite travailler en Allemagne, où est-ce que je peux trouver des offres d'emploi? Je vais Google mon ami. Enfin, à un moment donné, le rôle de l'accompagnant chez nous, c'est aussi de dire, de la consultance, c'est effectivement donner des éléments, mais je pense qu'il y a aussi des éléments qui sont à rechercher par le candidat ou la personne qui est en mobilité. D'ailleurs, plus, c'est une phrase qui n'est pas la mienne, hein, mais plus vous avez préparé le texte, plus vous pouvez faire l'improvisation. C'est-à-dire que plus vous avez travaillé en amont sur votre projet,
plus finalement, on peut aller plus loin dans l'accompagnement, c'est-à-dire sur des éléments de sectorisation, de localisation, voilà, on peut aller plus loin. Merci. Lionel, dites-nous, parlez-nous des accompagnements qui sont proposés chez Keops et Cap Emploi. Alors, comme je vous le disais précédemment, c'est une offre de service qui est en construction. Elle est récente, elle émerge. Et le premier acte qui a été posé, c'était de porter ce message de manière collective au sein du réseau Eures France, puisqu'on a co-construit un flyer, une affiche qui fait la promotion handicap et mobilité en Europe, c'est possible. Juste pour envoyer ce message. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui, notre réseau va compter une quinzaine de conseillers répartis sur le territoire national. Si on ouvrait une boutique, le constat serait simple, il y aurait à peu près 0 demande spontanée. Donc en fait, c'est tout un cheminement à faire auprès des personnes et auprès des entreprises pour leur faire comprendre qu'avec eux, on va co-construire une sécurisation des parcours. Et en fait, on est sur les mêmes questions qui se posent pour tout un chacun. Et vous imaginez bien que la dimension préparation du projet, sécurisation du parcours de soins, sécurisation des affaires de sécurité sociale, des affaires d'impôts, de charges familiales et autres, elles doivent être préparées avec une attention toute particulière parce que là, pour le coup, autant le marché emploi, les règles de droit concernant l'emploi sont unifiées, autant le vécu d'une personne en situation de handicap, ça ne va pas l'être du tout. Alors, dans ce principe de construction européenne, soyons un peu optimistes, à l'agenda de l'UE a été porté en octobre 2023, donc hier, l'inscription de la carte européenne mobilité. Aujourd'hui, si vous avez vos cartes de stationnement à Paris ou à Lyon, elle vaut sur le territoire français, vous passez la frontière, tout est à refaire. Et donc le fait d'aller sur ces dispositifs à l'échelle européenne, nous on espère que dans un avenir moins lointain possible, on puisse aussi faire valoir ses droits, puisque en France, il y a un document 4 qui s'appelle la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Vous dire aujourd'hui ce qu'il en est au Liechtenstein, en Pologne, en République tchèque, j'en suis incapable. Et en fait, on est parti sur un cheminement de longue durée pour travailler avec nos homologues européens sur les questions d'emploi, mais aussi sur les questions d'homogénéisation de tout ce qui fait le statut, l'accès aux droits d'une personne. En termes d'offre de service, donc, notre travail va être essentiellement de l'ordre de la sécurisation du parcours. Ce travail, Nicolas l'a très bien dit, il s'inscrit en pure complémentarité de ce que propose déjà France Travail. On ne va pas réinventer une offre de service de A à Z. Nous, on va venir sur une notion qui nous est chère, c'est le principe de compensation, de droit à la compensation, de sécurisation, mais sur un principe de complémentarité. Et ce sur quoi on est en train de travailler, je pense, c'est le maillage avec les équipes mobilité internationale de France Travail. Il y a deux rendez-vous cette semaine dans les Hauts-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes pour qu'on arrive à avoir une chaîne de fonctionnement qui soit cohérente. C'est dit, le réseau Eures, au niveau européen, va nous faire travailler avec des acteurs d'une grande diversité, des réseaux de l'intérim et autres, parce que dans un parcours de mobilité, il faut faire feu de tout. Donc, nous, on intervient vraiment sur ce principe de subsidiarité, qui est au principe de la construction européenne, qui nous va très bien dans le mode de fonctionnement. On intervient là où on va apporter une plus-value. Je voudrais dire 2 mots de tout ce qu'il y a à faire en direction des entreprises, puisque le principe de mobilité, ça a été dit, ça peut concerner des ressortissants français dans un parcours de mobilité externe, mais il faut aussi embarquer le principe de réciprocité. Nous, on doit se mettre en ordre de marche demain pour accueillir des demandes qui viennent de pays membres du réseau Eures dans le cadre de recrutement ou d'activités de suivi de l'emploi. On voit qu'aujourd'hui, il y a une grande disparité selon la taille des entreprises. Voilà, cette semaine, j'avais un contact avec un cadre d'Airbus. Airbus internalise et a ses propres process de mobilité pour ses salariés. C'est gérer des mobilités. Si vous êtes dans une ETI de 150, 300, 400 salariés qui est sous-traitant d'Airbus, vous n'aurez pas accès au même service. Et là, c'est-à-dire que les personnes se débrouillent par elles-mêmes. Donc, je pense qu'on a tout un travail aussi pour embarquer les entreprises et en leur proposant l'intégration de ces questions de recrutement, de prendre en compte la préparation du projet. On y reviendra par la suite. Mais la préparation amont d'un projet est vraiment décisive en matière de mobilité, qu'elle soit sortante ou entrante. À ce stade-là, je pense qu'en dire plus, ça serait en dire trop. Parce que le principe d'une offre en création, c'est d'y aller avec un peu d'humilité. Merci. Nicolas, quels sont les programmes de mobilité professionnelle disponibles pour ceux souhaitant travailler en Europe?
Alors, j'en ai déjà évoqué un tout à l'heure, puisque j'ai évoqué Erasmus+, et c'est important parce qu'on est sur un programme qui est financé là aussi par la Commission européenne. Alors, on a deux types de programmes Erasmus+, délivrés au sein de France Travail. C'est un premier programme qui s'appelle Enseignement Formation Professionnelle, qui est en lien avec une formation où pour préparer un projet de reconversion et donc en vue de faire une formation, permet d'aller faire un stage pour une durée de 2 à 6 mois dans un autre pays d'Europe, un stage en entreprise. Donc pour à la fois se confronter et éventuellement découvrir un nouveau secteur d'activité qu'on ne connaît pas, pour envisager une formation par la suite, ou parce qu'on sort de formation et qu'on veut acquérir une première expérience en sortant de formation. Et en même temps, et c'est important parce que nous, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de valoriser très fortement. C'est au-delà de l'expérience professionnelle qui va être développée pendant ces stages-là, c'est aussi une expérience linguistique, et puis c'est une expérience de confrontation à un milieu interculturel. Et ça, nous, on a une conviction, et d'ailleurs les éléments et les premières statistiques le démontrent aisément. Quand les personnes reviennent après ces expériences sur le marché du travail français, les employeurs, ils comprennent tout de suite l'intérêt. Ils disent, tiens, j'ai quelqu'un qui a été capable d'aller travailler 6 mois en Estonie, c'est pourtant un pays que personne ne connaît, personne ne parle estonien, mais il a su le faire, il a su se débrouiller. Moi, je sais que si je l'embauche, c'est quelqu'un qui va savoir s'adapter dans l'entreprise, qui va savoir se débrouiller, trouver des solutions. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien, puisqu'on a des statistiques de taux de retour à l'emploi en retour des stages Erasmus+, qui sont juste extraordinaires quand on compare à des dispositifs plus classiques. Alors ça, c'est un premier programme. En revanche, il y a un autre programme qui est extrêmement important à l'échelle européenne qui s'appelle TMS. Alors, c'est une abréviation pour Targeted Mobility Scheme. Je suis désolé, dit comme ça ne veut pas dire grand-chose. En clair, c'est quoi? C'est un programme d'aide à la mobilité, justement pour toutes les personnes qui ont ce projet de mobilité intra-européen. Alors, on va reprendre l'exemple que citait tout à l'heure Jean-François. Demain, vous voulez partir travailler en Pologne. Alors, ça tombe bien, vous avez une entreprise polonaise qui me dit « mais chez moi, c'est bon, vous pouvez parler anglais. Je sais très bien qu'en France, on apprend peu le polonais à l'école. » En revanche, une fois arrivé sur place, dans l'entreprise, ça va bien se passer. Par contre, pour aller faire vos courses, aller chez le médecin ou autre, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Déjà, première chose, c'est que ce programme TMS vous permet d'avoir accès à des cours de langue et donc de pouvoir avoir des premières formations en polonais. Après, évidemment, sur place, les autorités polonaises permettent aussi, et il y a des programmes de formation linguistique dans le pays, mais je dirais ça dans tous les pays d'Europe, on va retrouver ça. Mais vous avez déjà ce premier socle qui va être avec une aide financière de la Commission européenne pour prendre des cours de langue. Deuxième chose, vous allez aller travailler comme ingénieur en Pologne, sauf que votre diplôme d'ingénieur français en Pologne, il n'est pas forcément tout à fait reconnu. Alors ça tombe bien, il existe des structures, pareil à l'échelle européenne, qui permettent d'avoir ce principe de reconnaissance des diplômes, mais pour certains types de diplômes, dans certains pays, ça peut être payant de faire cette démarche-là. Mais là aussi, vous pouvez toucher une aide dans le cadre du programme TMS pour faire cette reconnaissance de diplôme. Après, vous allez mener tous vos entretiens avec l'employeur polonais en visio, sauf qu'il y a un moment, il va vous dire, moi j'aimerais bien vous voir en vrai, avant qu'on saute le pas et qu'on prenne la décision de travailler ensemble. Sauf que, oui, prendre l'avion comme ça du jour au lendemain pour partir pour un entretien d'embauche à Varsovie, vous savez tous, quand on prend le billet d'avion au dernier moment, ça peut coûter cher. Là aussi, vous pouvez avoir une aide pour vous déplacer pour l'entretien d'embauche dans le cadre des aides à la mobilité, TMS. Et puis, dernier point, vous voyez, vous avez franchi toutes les étapes et l'employeur polonais qui vous a reçu à Varsovie vous dit, moi, c'est avec vous que je veux travailler, vous commencez dans un mois. Sauf que dans un mois, il faut déménager avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants éventuellement, peut-être les animaux domestiques, et puis vous avez quand même des meubles de famille que vous n'avez pas envie d'abandonner comme ça, et vous avez envie de recréer votre cadre en Pologne. Ce déménagement-là, ça va avoir évidemment un coût. Quand on est jeune, qu'on sort des études, c'est facile, un sac à dos, une valise, et puis allez hop. Quand on est un peu plus installé dans la vie, le déménagement, c'est autre chose. Là aussi, il existe des programmes d'aide au déménagement. Donc vous voyez que vraiment la Commission européenne a prévu tous ces cas-là. Alors, il faut faire la demande, évidemment. Après, ce qu'on va vous demander, c'est de démontrer qu'il y a un contrat de travail à la clé. Enfin,
parce que comme tous les fonds européens, il y a toujours une petite vigilance pour être sûr qu'on les dépense bien à bon escient et qu'il n'y ait pas un détournement de fonds. Mais voilà, il y a quand même tout ce dispositif qui est extrêmement utile et important. Et puis, dans ce cadre-là, des programmes TMS, ça permet aussi de financer des projets de coopération avec des pays européens. Et Lionel, il est modeste, il n'a pas voulu en parler. Mais moi, je vais en parler en tant que coordinateur national EURES. C'est-à-dire d'avoir intégré la question du handicap sur ce sujet de la mobilité européenne, pour moi, c'est une fierté. Parce que je pense qu'on est dans un pays où Dieu sait que les débats ces derniers temps ont montré qu'on a à cœur justement ce sujet de la lutte contre les discriminations. Et pour le coup, ce sujet de la mobilité pour les personnes en situation de handicap, c'est un sujet qui était peu porté à l'échelle européenne. Mais on a rencontré un pays qui tout de suite nous a dit « mais moi, votre démarche nous intéresse ». Ce pays, c'est l'Allemagne. Et donc du coup, dans le cadre des programmes TMS portés par l'Allemagne, il y a un projet de coopération qui est en train de se construire entre la France et l'Allemagne pour justement favoriser cette mobilité pour les travailleurs en situation de handicap entre nos deux pays. Et vraiment, si on arrive à aboutir à ça, pour le coup, ça sera une vraie fierté parce qu'on aura fait bouger les choses en Europe. Merci. Moi, ça me permet d'ajouter un complément, peut-être, pour l'utilisation de chacun peut faire de ces dispositifs dans la meilleure configuration possible. Nicolas vous a présenté le portail EURES et l'Emploi Store. C'est un espace libre, accessible, où la prise d'autonomie, elle incombe à la personne qui a la liberté d'aller chercher l'information, faire des choses, etc. Sur TMS, c'est un programme européen, donc il offre des possibilités. Par contre, à ce moment-là, vous devrez systématiquement passer par l'intermédiaire d'un conseiller de l'APEC, de France Travail ou des Cap emploi. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas seul en tant qu'individu contacter les gestionnaires de programme. Ils nous confessent qu'ils sont un petit peu bousculés de demandes par mail, par les réseaux sociaux et autres, et à un moment, c'est saturé. Seul un conseiller peut déclencher ces mesures. Et donc là encore, le travail, à un moment, on bascule dans un travail de préparation, de structuration, et qui est absolument important. Peut-être pour compléter, par rapport aux aides et aux programmes que vous avez mentionnés là, est-ce qu'il faut absolument que ça passe par un conseiller France Travail International ou ces aides, elles peuvent être vues avec un conseiller de France Travail classique? Alors, pour les aides TMS, il faut que ça passe par un conseiller EURES. Parce que ça, c'est une des exigences de la Commission européenne. Mais en revanche, mettons que vous êtes sur un projet professionnel avec la Suède, en fait, les Suédois portent aussi des programmes TMS. Donc ça peut être un conseiller suédois qui va vous accompagner. Généralement, ils aiment bien qu'il y ait un conseiller français qui est quand même regardé et qui dit, bah oui, là, le projet de contrat qui est en train de se mettre en place avec l'entreprise suédoise, ça correspond bien au projet de mobilité qu'on a travaillé avec la personne. Donc voilà, c'est juste ce point-là qui est regardé. Donc effectivement, ça passe plutôt par les conseillers EURES. En revanche, le programme Erasmus+, là oui, c'est quelque chose dont on peut faire la demande dans son agence de proximité. Normalement, ils ont tous les coordonnées. En fait, c'est géré par chaque direction régionale à qui on attribue un budget pour pouvoir faire ces mobilités Erasmus+. Et donc, ils savent vous orienter vers le gestionnaire Erasmus+ de la région. Merci. On en a parlé un petit peu tout à l'heure du retour de mobilité professionnelle. Est-ce que vous voulez le rappeler ou nous en dire plus sur ce que vous nous offrez pour les personnes qui sont de retour? Alors oui. Je l'ai dit tout à l'heure, déjà, il y a une première dimension qui est extrêmement importante. Et j'ai déjà rencontré des gens qui ont travaillé 15 ans, 20 ans à l'étranger, qui sont revenus en France et qui le disent. Ils disent, mais finalement, au bout de 20 ans, quand je rentre en France, j'ai l'impression d'être à nouveau dans un pays étranger. C'est-à-dire que c'est plus le pays que j'ai connu il y a 20 ans. Mais oui, c'est normal, heureusement d'ailleurs. Notre pays bouge, il évolue. Puis bon, après, le monde contemporain fait que tout ça va de plus en plus vite, évidemment, tous ces changements. Mais donc ça veut donc dire que le retour en France, ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Il faut absolument le préparer. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, on devrait lancer à la fin de la semaine donc une application qui s'appelle BABA de retour de mobilité, qui va être disponible sur l'Emploi Store, et en fait, qui a juste pour objectif d'aider les personnes qui commencent à préparer leur retour en France à déjà se poser toutes les bonnes questions. Alors, nous, évidemment, notre boulot à France Travail, c'est toutes les bonnes questions sur comment retrouver un emploi en France. Ou éventuellement créer son activité si on veut dire je vais créer mon entreprise en arrivant en France. Mais après, on va aussi donner les conseils et les liens
pour ensuite aller plus loin sur tous les autres aspects, impôts, sécurité sociale et autres, parce que bien sûr tout ça aussi ça rentre dans la démarche. Il y a aussi un dispositif qui est méconnu et qui est pourtant important. Alors déjà, nous, il y a un conseil qu'on donne à toutes les personnes qu'on accompagne et qui partent travailler à l'étranger. Conseil, hein, même en Europe, même si c'est à Bruxelles ou vous dites c'est à côté de la France, il n'y a pas de souci. Conseil, dès que vous êtes dans un autre pays, inscrivez-vous auprès du consulat français. Ça, c'est le premier point, parce que, un, ça permet de savoir que vous êtes dans ce pays-là. S'il y a une moindre crise dans le pays ou autre, ça veut dire que les autorités peuvent faire le nécessaire pour vous aider, vous accompagner pendant cette situation de crise. Je parlais de la pandémie tout à l'heure. Nous, nos stagiaires, on avait beaucoup de stagiaires Erasmus+ à Malte. J'aimerais vous dire qu'à Malte, à partir du moment où ils ont décidé de fermer l'aéroport, c'est-à-dire que les gens étaient coincés dans l'île, l'ambassade de France a affrété un vol spécifique pour permettre aux Français qui le souhaitaient de rentrer. Mais heureusement, nous, tous nos stagiaires Erasmus+, on les a poussés à s'inscrire sur le portail Fil d'Ariane pour être connus auprès du consulat, et ça leur a permis de bénéficier de ce vol de rapatriement. Sinon, ils auraient été coincés sur l'île, ce qui pour nous aurait pu poser des problèmes d'ailleurs, puisque Erasmus+ finance la durée du stage, mais une fois que le stage est fini, personne n'espérait un peu trouver. Bon, on ne les aurait pas abandonnés, bien sûr, on aurait mis en place des moyens pour les aider financièrement. Mais bon, voilà, vous voyez, hein, ça. Donc ça, c'est une démarche qui est importante, mais alors aussi, et ça, il faut le savoir, c'est un dispositif qui est méconnu. Quand vous êtes français à l'étranger, inscrit auprès du consulat, vous pouvez, pour préparer votre retour en France, si vous souhaitez, vous pouvez aussi bénéficier d'une aide pour faire des formations professionnelles. Alors, c'est-à-dire que ça va se travailler avec votre correspondant au niveau du consulat, qui, en fonction de votre projet, va vous mettre en lien avec un psychologue du travail de France Travail, qui va travailler avec vous à distance sur le projet, pour ensuite identifier les possibilités de formation en fonction de votre projet. Et donc, ça vous permet de revenir en France, faire une formation professionnelle, pour pouvoir justement bien préparer ensuite votre retour. Ça, c'est un dispositif qui est peu connu, qui passe via les consulats et qu'on voudrait développer, mais après, bon, il y a des travaux qui sont en cours là-dessus, qu'on voudrait développer aussi après au travers d'une offre de formation à distance, ce qui serait l'idéal. On parle un peu de RSE, donc ça évite aussi de rentrer pour faire la formation. Merci. Et puis après, au-delà de ça, pardon, excusez-moi, mes derniers points, une fois rentré en France, tout de suite, mais ça c'est vraiment le conseil qu'on trouve sur notre portail, c'est tout de suite s'inscrire à France Travail le plus tôt possible pour être accompagné dans son projet de retour à l'emploi. On a aussi en complément toutes ces informations des webinaires qui sont accompagnés régulièrement par les équipes mobilité internationale. On a en moyenne 2 webinaires par mois sur le sujet du retour en France. Merci. Jean-François, est-ce que vous voulez nous parler des autres opportunités professionnelles en Europe, telles que les VIE, VIA ou peut-être d'autres options? Oui, alors il y en a plusieurs. Nicolas a déjà parlé déjà des stages EURES, qui est Erasmus+, oui, pardon, pas EURES, Erasmus+, qui permet à toute personne d'aller faire un stage en Europe qui est linguistique. Voilà, donc ça avec un vrai projet qui est extrêmement intéressant. Alors il y a plusieurs dispositifs qui existent, on va aller vers l'essentiel puisqu'il y en a quand même pas mal qui existent. Le VIE, VIA, donc volontariat international en entreprise ou volontariat international en administration. C'est un dispositif qui est chapeauté par Business France, qui est ouvert à toute personne jusqu'à ses 29 ans et qui permet à une personne de partir de 6 à 24 mois, c'est-à-dire assez longtemps, pour une entreprise et quelle que soit la destination. Il y a un site qui est très bien fait, qui est monvie.org, que vous avez toutes les offres qui sont disponibles. Ce qui est assez intéressant aussi à savoir, c'est que majoritairement, au moins 30% des gens qui ont trouvé le VIE l'ont trouvé d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont fait une démarche pro vers l'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises, des PMI, PME, qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas le dispositif. Un dispositif qui est aidé, c'est-à-dire 5 000 € qui sont... En fait, c'est un triptyque. Vous avez l'État, vous avez l'entreprise et vous avez le candidat. Et l'État verse jusqu'à 5 000 € aujourd'hui, après les dispositifs peuvent évoluer, à une entreprise qui va recruter un jeune. Jeune parce que c'est jusqu'à 29 ans. Et du coup, le choix ensuite de l'entreprise, c'est de pouvoir trouver une personne qui correspond à ce profil-là, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne maîtrisent pas le sujet. Donc, moi, souvent, ce qu'on dit, c'est aux personnes qui sont intéressées, c'est d'aller directement auprès de l'entreprise avec un dossier de projet, de développement. Voilà, on a eu des jeunes personnes qui se sont
qui ont décidé d'aller vers le commerce dans des pays où ils ne maîtrisaient pas obligatoirement la langue, mais auprès d'entreprises PMI, PME ou ETI qui ne connaissaient pas le dispositif, avec un projet complètement ficelé et un accompagnement du coup sur le dispositif. Donc c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Vous avez un autre dispositif, le PVT, que beaucoup de gens connaissent, hein, qui est le visa travail assez connu. Dès qu'il y a une émission sur M6 ou sur d'autres supports, on en parle, on en reparle, et notamment souvent sur l'Australie, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en Australie et qui travaillent, c'est plus du tout le reste, mais voilà, qui vont ramasser des pommes de terre ou qui vont travailler dans les mines et qui fonctionnent assez bien. Naturellement, en Europe, on a aussi la possibilité de faire ce dispositif. Il suffit d'aller sur le site monpvt.com et qui fonctionne bien. Ça permet souvent aussi à des gens d'aller dans un pays avec un visa et du coup de rester dans le pays et d'avoir un visa de travail par la suite. Voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Et une chose qu'on n'a pas dit aussi en Europe, c'est un conseil que je vous donne, j'ouvre les guillemets, je les fermerai après. L'Europe n'est pas loin. On a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont un projet d'aller dans un pays européen mais qui ne sont jamais allés dans le pays, qui n'ont jamais vu, et souvent, mais pourquoi vous n'êtes pas parti au moins 8 jours, 10 jours, 15 jours dans le pays pour découvrir, parce que hormis l'emploi, il y a une culture du pays, il y a une façon de vivre, il y a une façon d'appréhender sa vie dans un pays. C'est extrêmement important dans un projet. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Et puis après, vous avez des stages, des possibilités qui sont, par exemple, l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse, vous avez le Québec, le FQJ, pardon. Voilà, vous avez vraiment un certain nombre de dispositifs qui peuvent exister, qui permettent à des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, d'aller faire des expériences qui sont des expériences en Europe et à l'international et qui fonctionnent très bien. Merci beaucoup. Oui, on peut commencer par des questions sur le chat et puis après on laissera la parole aussi aux personnes présentes sur place. On a eu beaucoup de questions, donc ça intéresse beaucoup, merci à vous. On avait notamment une question liée aux offres pour les personnes qui ont 50 ans et plus. Quelle est un peu la proportion d'offres qui sont destinées à ce public, et puis aussi est-ce que justement il y a des pays, peut-être c'est plus facile cette mobilité pour les seniors ou les personnes qui ont au moins plus de 50 ans? Très très bonne question. Alors pour le coup, je dirais dans l'absolu, les offres elles sont pour tout le monde. Alors ça c'est déjà la première chose. Alors évidemment, dans les offres, vous allez trouver des critères d'expérience. Derrière, il y a quand même un point qui est important, mais là c'est un peu de stratégie. Il est sûr que plus vous allez chercher dans un pays où le taux de chômage est faible, plus en tant que senior, vous avez des chances de trouver un emploi, parce que de toute façon, il y a peu de candidats sur les offres, et donc ça vous donne une chance supplémentaire. Après, mais là, je parle en connaissance de cause, parce que pour le coup, je suis dans la catégorie, ok, on a 50 ans et plus, mais on a l'expérience, et ça, il faut le valoriser. Et puis après, parce que je parlais d'Erasmus+, évidemment, on connaît pour les étudiants, mais quand je dis c'est pour les demandeurs d'emploi, c'est tout âge. Et donc nous, on a eu des personnes qui sont parties en stage en Europe à 55 ans. Hein, c'est tout à fait faisable et ça marche. Donc il ne faut pas se mettre de barrière là-dessus. Est-ce que justement pour des personnes en situation de handicap aussi, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus ouverts justement à l'emploi que d'autres? À ce stade, c'est difficile de répondre sur le principe d'ouverture, etc. L'Europe, comme je l'ai dit, a signé une stratégie européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap, avec un principe qui essaie de faire converger et de relever les actions qui peuvent être menées pour favoriser l'emploi. On a de grandes similitudes avec certains de nos voisins européens dans le mode de fonctionnement par rapport à ces dispositifs. Mais dire aujourd'hui de but en blanc que les pays plus ouverts, ça serait aller un peu trop vite en besogne. Par contre, on voit bien qu'aujourd'hui, Nicolas évoquait la Suède, la coopération bilatérale avec les homologues allemands. Et là, on voit bien qu'il y a une base de travail qui s'est installée. C'est-à-dire que le 3 juillet, on a réuni des conseillers mobilité allemands avec les conseillers Cap emploi, on est sur des ateliers pour travailler sur des situations concrètes, donc avec une envie d'y aller. Donc je pense qu'il y aura un effet de démarrage, d'impulsion, mais a priori on ne se met pas de barrière par rapport au fait que ça puisse concerner des personnes partout en Europe. On a une question aussi sur plusieurs questions sur les personnes qui veulent partir en Suisse.
et qui pose la question de, voilà, de l'adresse à mettre sur le CV. Parce que parfois, le fait de ne pas vivre proche de la frontière suisse pourrait leur porter préjudice. Si vous me permettez. Tu es régional de l'État, tu peux Alors, il se trouve répondre. que dans la présentation, je suis allé un petit peu vite en besogne, mais il se trouve que je suis directeur du Cap Emploi de Savoie et de Haute-Savoie. Donc en Haute-Savoie, on a une réalité, c'est 105 000 frontaliers qui passent la frontière tous les jours avec l'Ain sur la zone de Genève. Et il est vrai que, y compris moi en tant qu'employeur, quand je reçois des CV pour des conseillers emploi, quand un CV commence avec un numéro de téléphone, plus 33, etc., ça allume 2 antennes chez moi en me disant ça, c'est une personne qui va postuler chez nous mais qui n'a qu'une envie, c'est d'aller travailler à Genève. Et dans l'entretien, en général, on le confirme 2 fois sur 3 sans aucun problème en quelques secondes. Il y a le principe du retour qui a été évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des marqueurs. Quand on conforme un CV sur le modèle de présentation international avec un numéro international, parfois une traduction français-anglais, etc., c'est des marqueurs forts de quelqu'un qui a préparé sa mobilité. Donc on le présume. Il se trouve que actuellement, et ça a été un échange avec France Travail Haute-Savoie récemment, on a aussi ce phénomène de retour. C'est-à-dire des personnes qui ont fait 5, 10, 15 ans comme spontanés. C'est pas que la vie en rose, les conditions sont les mêmes, mais c'est des déplacements beaucoup plus difficiles, un coût de la vie, etc. Et on a aujourd'hui des personnes qui rebalancent en fait, le fait de pouvoir être dans un mouvement inverse. Donc on peut avoir des CV aujourd'hui tout à fait intéressants de personnes qui ont 15 ans d'expérience à Genève ou à Lausanne, etc., mais qui arrivent. Et alors la première discussion, c'est sur les niveaux des salaires, parce qu'on est sur un ratio à 2,8. Entre un salaire français, un métier équivalent à Genève, 2,8. L'employeur ne peut pas s'aligner sur une base de 2,8. Par contre, il y a des éléments de qualité de vie, de sens qui se discutent. Et France Travail aujourd'hui revoit sa copie au plan local et adresse un message beaucoup plus tourné vers ce public-là, qui nous a posé, public qui a posé problème parfois parce que en termes d'assurance chômage en France, vous laisse mesurer ce que ça coûte mensuellement une personne qui vient avec ses bases de revenus antérieures et qui ne travaille pas. Voilà. Donc la question elle est ouverte, elle est traitée. Nicolas donnait aussi l'exemple du Covid. On y a assisté aux premières loges. Pendant le Covid, il faut savoir qu'environ 80% des soignants sur l'hôpital de Genève sont français. Donc imaginez ce qu'aurait donné une fermeture des frontières pendant une période comme celle-ci. Le problème des frontaliers se pose sur la zone de Genève, sur la zone de Mulhouse également, Mulhouse-Bâle et qui va jusqu'à Strasbourg. Voilà. Donc là, sur les contextes transfrontaliers, aujourd'hui, c'est encore des problématiques très particulières de voisinage. Alors pour le coup, si j'habite Paris et que je veux travailler en Suisse, est-ce qu'il faut que j'affiche une adresse à Annemasse? Ou est-ce qu'avec mon adresse parisienne, ça peut marcher? Il faut savoir que des Parisiens pendulent sur des emplois à Genève, à raison de 2 jours par semaine, combinés avec des télétravail, que l'adresse n'est pas un marqueur fort. Par contre, il faut savoir que s'il y a une intention de s'installer aux alentours de Genève, vous avez une pression foncière et sur le logement qui est assez dure à encaisser. Voilà, ça fait partie aussi du jeu. Et peut-être en complément aussi, il y a 2 choses. Travailler en Suisse, c'est travailler et vivre en Suisse et être frontalier. C'est 2 tendances qui sont un peu différentes parce que je réside en France et je suis frontalier. C'est-à-dire que vous êtes sur un niveau de rémunération suisse avec des avantages français, qui est quand même exceptionnel. Vous êtes en Suisse, vous résidez en Suisse sur un contrat de droit suisse, c'est 2,8, mais il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas la retraite, il n'y a pas donc. À partir du moment où on prend les différents éléments et qu'on fait le calcul, des fois on arrive à des gens qui disent j'ai 80 000 francs suisses, comme ça, dit comme ça paraît énorme. 80 000 francs suisses, c'est énorme. Mais une fois que vous savez que vous avez une famille, que vous avez 3 enfants et que vous allez devoir dépenser entre 3 000 et 5 000 francs suisses par mois d'assurance privée, pas tout à fait la même chose. Quoi. Donc à un moment donné, voilà, il faut réguler les choses aussi. On a des questions par rapport à justement à un cadre qui n'est pas bilingue. Je voulais savoir, est-ce que la mobilité en Europe, c'était quand même possible pour lui? Ça dépend de la langue qu'il parle. S'il ne parle que le français, il y a la Belgique déjà, c'est quand même pas très loin. Pour partie, il y a le Luxembourg sur certains métiers, parce que le Luxembourg c'est quand même trilingue, c'est français, anglais, allemand, voilà, donc il y a cette possibilité-là. Et puis après, il y a beaucoup de gens aussi qui partent dans un pays sans parler la langue.
mais qui commencent sur des métiers qui sont des métiers de transition. Hôtellerie, restauration, bâtiment, voilà, et qui au fur et à mesure apprennent une langue et en même temps sur place prennent des cours de langue. Il y a aujourd'hui beaucoup de pays européens, comme en France d'ailleurs, où vous pouvez avoir des systèmes d'apprentissage de la langue qui sont pris en charge par soit la région, le département ou le pays, et qui permet du coup d'avoir un apprentissage de la langue. Peut-être sur ce point-là, si je peux me permettre, parce que là, la question porte sur les cadres, mais aussi pour les non-cadres. Il y a beaucoup d'opportunités qu'il ne faut pas négliger. On parle français, on ne parle pas d'autres langues, et pourtant, il y a dans beaucoup de pays, on cherche des francophones. Alors, pourquoi on cherche des francophones? C'est souvent pour soit des call centers, des services de support client, qui sont installés dans ces différents pays, mais on a besoin de français pour travailler avec des clients français. Alors, je vais vous donner un exemple qui est très connu, c'est la firme Apple qui est basée en Irlande et qui recrute très régulièrement des Français pour aller travailler là-bas en Irlande sur leur service de support client. Et du coup, l'exigence, c'est avant tout de parler français. Et les gens, après, sur place, ils vont apprendre l'anglais, et éventuellement, ils pourront même apprendre le gaélique, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est aussi la langue irlandaise. Mais je donne cet exemple avec l'Irlande, mais il faut savoir qu'on a le même dans des pays comme l'Espagne, le Portugal, on cherche beaucoup de francophones, pareil pour des services de support client. L'Estonie, en ce moment, qui recrute aussi beaucoup. Alors, je vais vous dire que de toute façon, ils ont vite compris que chercher les candidats qui parlent estonien ou letton, ils ont peu de chances de trouver. Donc, mais encore une fois, ce sont vraiment des opportunités et il faut aller regarder justement bien dans le détail des offres d'emploi sur le portail EURES, et les systèmes de filtres existants permettent de voir aussi quelle est la langue demandée pour le travail. Et donc, on peut tout à fait trouver des opportunités en français, même dans un pays non francophone. On a une question aussi sur la mobilité dans la fonction publique en Europe. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des programmes qui sont possibles dans des institutions européennes, par exemple? Alors, là, sujet extrêmement complexe. Possible dans l'absolu, oui. Il y a beaucoup de recrutements, alors à la fois sur la Commission européenne, le Parlement européen, mais aussi toutes les agences européennes qui ont été créées. Alors, sachant que la politique de l'Union européenne, c'est de faire que les agences européennes aient leur siège dans d'autres pays que la Belgique ou à Strasbourg. Et donc, plus ça va, plus on dissémine sur toute l'Europe. Ça a été évoqué tout à l'heure. EURES est porté depuis 5 ans par l'Autorité européenne du travail, qui a été fait donc en 2019, et qui a son siège à Bratislava en Slovaquie. Donc après, toutes ces agences, effectivement, il y a des opportunités d'emploi, mais là, pour le coup, sont des processus de recrutement qui peuvent être spécifiques, mais là, il existe des sites dédiés sur tout ce qui est emploi, on va dire, de fonction publique européenne. Après, pour aller travailler dans d'autres services publics en Europe, c'est tout à fait faisable. Je veux dire, mon homologue, coordinatrice nationale du réseau EURES pour l'Allemagne, c'est une Française. Donc, vous voyez comme quoi c'est faisable. Après, bon, on ne va pas rentrer sur les débats sur les binationaux. Après, peut-être juste en complément aussi, si vous allez sur le site diplomatie.gouv.fr, vous avez les offres dans l'administration française à l'étranger. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'être, par exemple, prof dans un autre pays. Vous avez la possibilité d'avoir un métier qui est un métier soit que vous exercez déjà pour aller dans un autre pays, soit un métier que vous allez découvrir et vous allez dans un autre pays. Et qui permet souvent à certaines personnes, lorsqu'elles exercent dans le pays dans lequel ils sont, si on prend l'exemple des profs que je viens de donner, des gens qui, une fois qu'ils sont sur place, postulent une fois auprès de l'administration locale pour pouvoir y rester s'ils ont souhaité rester plus longtemps. On a une dernière question, puis on prendra la question de la salle. Est-ce que la Commission européenne, justement, peut aussi aider à développer en fait des formations, en tout cas qu'on voudrait faire en France, mais qui ne sont pas disponibles en France et qu'on voudrait faire dans un autre pays? Alors ça, c'est un vaste sujet. Je dirais dans l'absolu comme ça, j'aurais presque tendance à dire non. Mais parce que le travail de la Commission européenne et de l'Union européenne de manière générale se fait de manière différente. En fait, il existe des structures européennes qui ont pour objectif justement de coordonner les politiques de formation professionnelle dans les différents pays, de construire des ponts entre les différents pays. Ce qui est important, c'est aussi tous les dispositifs qui sont derrière pour valoriser l'acquisition de compétences et leur donner une valeur européenne, notamment un dispositif qui s'appelle Europass, qui
permet d'avoir une reconnaissance européenne des qualifications développées sur les formations. D'ailleurs, de plus en plus, les centres de formation français, les universités françaises orientent leurs étudiants vers ce dispositif Europass pour avoir cette reconnaissance européenne. Et nous-mêmes, je parlais tout à l'heure des bourses Erasmus+, en retour de stage, on fait le travail, donc nous avec les bénéficiaires, sur la valorisation des compétences acquises pendant le stage, et ça, on fait le travail sur le portail Europass. Parce que l'idée, c'est que ça donne cette vision européenne de la compétence qui a été développée. Après, le sujet de demain, je veux aller faire une formation en Allemagne parce que je n'ai pas trouvé l'équivalent en France, ça reste encore un sujet complexe. Mais là aussi, le réseau EURES peut aider. En rentrant en contact avec des conseillers EURES du pays où la formation peut avoir lieu, pour savoir quelles sont les possibilités d'aide éventuellement dans le pays. J'ai bien dit éventuellement, parce que là, encore une fois, chaque pays est libre de sa politique de ce point de vue-là. J'espère que ça va faire partie des sujets qui vont continuer à évoluer à l'échelle européenne. Il y a encore beaucoup de choses à construire en Europe. Très bien. Juste un complément, mais on parlait d'approche sectorielle. Au niveau de la filière hydrogène, on voit qu'il y a un maillage qui se fait entre des actes de développement économique et l'action des services publics de l'emploi qui se coordonnent sur l'espace Luxembourg, Allemagne, France, sur les filières hydrogène. Et partant, ça va embarquer des questions de formation dans une logique de coproduction. Et là, c'est des évolutions qui se mettent pas à pas. Alors, sur les bassins frontaliers, on commence à avoir de plus en plus de formations organisées entre deux pays. Alors, à la fois parce qu'il y a aussi des centres de formation qui sont malins, c'est-à-dire qu'ils sont implantés dans un pays, mais ils créent une filiale de l'autre côté de la frontière dans l'autre pays, ce qui leur permet aussi de jouer sur les dispositifs de financement dans les deux pays, les conditions d'accès, et donc de délivrer un diplôme qui est finalement valable des deux côtés de la frontière. Donc ça, c'est une évolution qu'on observe effectivement. Maintenant, encore du chemin à faire. On va juste terminer sur la partie online. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour les personnes qui sont en ligne avant qu'on clore cette partie-là. Peut-être déjà, merci évidemment d'avoir assisté à cette conférence, mais surtout si vraiment il y a un message à retenir ce soir, c'est de se dire que la mobilité en Europe c'est facile, ça se fait dans un cadre sécurisé parce que justement toutes les réglementations, le cadre réglementaire européen est là pour protéger chaque citoyen dans sa mobilité en Europe. Et puis, on l'a vu avec le réseau EURES et surtout le portail EURES, il y a vraiment toutes les ressources à disposition, facilement accessibles, et il suffit juste d'oser. Et d'être accompagné, surtout, il ne faut pas oublier d'être aujourd'hui dans un projet, on peut avoir des idées, mais l'idée c'est quand même d'être accompagné par des gens dont c'est le métier, qui sont en capacité aujourd'hui de pouvoir vous accompagner sur un projet à moyen ou long terme, et c'est ça qui est important. Le taux de réussite sera d'autant plus fort, comme pour la création d'entreprise, comme sur plein de sujets qui existent. À partir du moment où vous êtes pas seul face à votre PC, le taux de réussite est d'autant plus élevé. Votre dernier point pour compléter, c'est facile, c'est quand même complexe, il y a beaucoup de mesures à être aidées. Et troisième élément, même proche, la dimension interculturelle est à prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'un déplacement en Belgique fait que vous ne serez pas dans le même espace culturel. Les habitudes sociales au travail, etc., ne sont pas tout à fait les mêmes. Et on n'arrive pas avec son mode de vie qu'on transporte avec soi. Donc, dans ce principe d'altérité, dans un même espace commun, ça se travaille et c'est une base vraiment importante aussi dans l'approche des conseillers. Il ne faut pas la sous-estimer. Le travail d'aller, mais le travail de retour aussi, et Nicolas l'avait bien détaillé. Donc, ça se prend aussi avec toute cette dimension-là. Je pense que l'élément aussi important, c'est le droit du travail. C'est-à-dire chaque droit du travail est applicable dans le pays dans lequel vous allez. Vous avez parlé tout à l'heure des personnes de plus de 50 ans. Il y a des pays où la retraite est à plus de 67 ans aujourd'hui en Europe. Donc à partir du moment où vous partez, que vous avez 50 ans, il vous reste 17 ans à travailler. C'est aussi mathématique que ça. Merci beaucoup.